Podcast. Il pleut, c'est malheureux, il pleut. Depuis quand Depuis ce matin. Très bon album. Ouais. J'y reviens souvent. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est marrant ça. Je sais pas si c'est de la nostalgie ou si c'est qu'il est vraiment très bien. Sans doute les deux. C'est un album très nostalgique aussi. Même quand même pour un premier album, il est très nostalgique dans le son, tout ça. Ouais. Et soniquement, ça reste... C'est travaillé, hein. Mhm. Et c'est fait chier. Un peu. Très clairement. Un peu. Et je crois qu'elle a jamais fait aussi bien. Même Végétal était un petit cran en dessous. Non, différent. À propos de faire les choses bien, est-ce que ça t'arrive parfois de te prendre au piège toi-même dans ton travail? De t'imposer des contraintes que personne ne t'a imposées sauf toi? Et par toi, j'ai envie de dire ton orgueil et ta vanité. Alors, non. Mais... non, mais j'ai d'autres embûches que je me mets moi-même et qui sont liées à ma pusillanimité ou je ne sais quelle autre. En gros, c'est la procrastination. Ça fait beaucoup trop de syllabes en deux mots. Procrastination. Procrastination. Ouais, c'est pas si difficile que ça. C'est la procrastination perpétuelle. Et j'attends en général d'être au pied du mur pour prendre une décision que évidemment je voulais prendre depuis le départ, mais que j'ai pas eu la volonté de prendre dès le départ. Donc en fait, je déploie un effort immense, enfin qui culmine en fait avec ce moment fatidique juste avant la tâche. Et c'est un crescendo, tu vois, donc du début où j'ai cette tâche qui m'est assignée ou qui m'arrive jusqu'à la deadline, c'est un stress crescendo, donc c'est un effort beaucoup plus soutenu et beaucoup plus intense sur la fin que si j'avais évidemment tranché net dès le début. Donc dans ce sens-là, je suis un ennemi à moi-même. Ouais. Oui, ça je connais ça bien parce qu'en fait, je dis souvent que j'écris beaucoup dans ma tête et que j'ai un processus... tu sais, où j'ouvre un fichier, où je commence à écrire sur un carnet, puis c'est un processus additif. J'ajoute des lignes entre les lignes, jusqu'à que j'ai mon article ou mon roman définitif. Mais en fait, c'est faux. En fait, c'est une gestion de la procrastination. Et il faut que j'ai une deadline pour finalement me forcer à finir d'écrire, et où finalement, je suis obligé d'écrire beaucoup plus rapidement que ce que... Par exemple, j'ai 3 jours. En fait, je vais pas écrire pendant 3 jours, je vais écrire pendant les 2 dernières heures. Bien sûr, mais bien sûr. Et le résultat final est très riche, parce que j'ai passé 3 jours à réfléchir, à ruminer, explorer des pistes, à ruminer, exactement, c'est le bon mot. Ouais. Et puis aussi à éliminer des mauvaises idées et à me documenter. Mais c'est forcément moins bien que si au lieu de passer 2 heures à écrire, j'avais été capable sur ces 3 jours d'écrire pendant 1 jour et demi. Et c'est un problème en ce moment que j'ai beaucoup, parce que... je me vois y aller à l'orgueil. Et voir des gens, des confrères ou des consoeurs, aborder certains sujets, et je les lis et je me dis, non mais toi, t'as fait le boulot à moitié, toi t'as pas compris un truc, toi t'as été paresseux, ou toi t'as décidé d'induire ton lecteur en erreur, volontairement ou pas, mais c'est un choix de se complaire dans l'erreur. Et donc je vais te montrer comment on fait le truc correctement. Et puis après avoir passé 3 jours à lire des livres blancs, 150 pages de documentation, à avoir écrit 4 ou 5 000 mots qui à la fin vont devoir en devenir 1200, tu te rends compte qu'en fait non, c'est pas juste une faute professionnelle l'article d'origine. Au contraire, c'est exactement pile le niveau d'effort qu'il fallait fournir pour un journaliste moyen, et qu'en fait c'est moi qui me trompe à penser qu'il fallait faire mieux. Et que le mieux est vraiment l'ennemi du bien. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Enfin, ça m'éveille beaucoup de réflexions, surtout essentiellement deux. La première, c'est que, vu qu'on est dans la psychologie de comptoir, allons-y à fond. Un des mécanismes les plus répandus dans la psychologie, c'est la projection, bien sûr. Et donc, ce que tu détestes dans l'autre, en général, c'est ce que tu n'aimes pas en toi, ou que tu as peur de manifester un jour. Donc, dans ce sens-là, avec l'issue que tu présentes, je pense que ça peut s'expliquer au moins en partie cette espèce de crainte de parler sans savoir de quoi on parle. Non, je suis pas sûr que ce soit tout le temps ça. Il y a
y a des incompétents criminels dans notre métier. C'est certain. Et les facilités de langage, les facilités d'écriture que tu peux avoir aident à cacher une certaine incompétence. C'est un des problèmes terribles de notre profession. On est incompétent et on le fait bien. C'est un des grands secrets du journalisme, je crois. Mais je crois que dans la plupart des cas, c'est une contrainte, soit une contrainte de temps, soit une contrainte de spécialisation. C'est-à-dire quand tu es un journaliste généraliste qui doit rendre un article par semaine ou un article par jour, tu n'as pas le luxe que je peux avoir de temps en temps pouvoir passer 3 jours sur un papier, ou que certains reporters vont pouvoir passer 3 semaines, 3 mois, 3 ans sur un sujet. Et forcément, évidemment, t'as pas la même profondeur, t'as pas la même densité. Mais le piège, c'est de se dire allez, j'y vais. Je vais prendre les 3 jours, là. 3 jours qui, à la fin, sont 2 heures. Naturellement. Et où ça fait mal, hein. Enfin, c'est violent, hein. Intellectuellement, je crois que je résiste de moins en moins bien à l'effort, et physiquement, je me sens avoir de plus en plus mal. Enfin, c'est une vraie maïotique, hein. C'est comme un accouchement chaque fois, hein. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que je me sens... Je sais pas si vieillir, c'est le bon terme. En fait, je sais pas si c'est la vieillesse dans mon sac d'os, ou si c'est la vieillesse dans mon métier que je ressens. Mais je me sens être de moins en moins capable de le faire, et ça me fait très très peur, parce que qu'est-ce que ça va devenir le jour où comme ces gens, je ne pourrais consacrer que quelques heures ou une journée à un papier, et pas leur donner la densité ou la profondeur que je suis encore capable de leur donner. Je vais faire l'avocat du diable, du coup. Est-ce que ce serait pas... Pour une fois. Pour une fois, ça va me changer. Est-ce que ce serait pas une sorte... Enfin, déjà, 2 questions. Est-ce que tu as une routine... Enfin, tu vois les routines qu'avait Jean Darwin, ce genre de personnes et tout, enfin, qui étaient quand même ponctuées de beaucoup de siestes, de beaucoup de promenades, de beaucoup de choses qui n'avaient rien à voir avec le travail. Est-ce que ça t'inspire quelque chose, petit 1 ? Et petit 2, est-ce que ce serait pas à l'inverse qui disait ça Attends, je vais retrouver. Je vais pas retrouver. Bon, un artiste, mais alors j'ai oublié ce qu'il faisait, s'il était peintre ou sculpteur, je crois qu'il était peintre. Et qui disait que... Ah mais oui, Hokusai. Il y a tout une mini-série sur YouTube que j'ai trouvé, alors bon, qui est faite par une personne, donc c'est pas Vox non plus, toi, c'est pas ce genre de qualité, voilà, mais je crois que ça s'appelle Great Art Explained, et ils en font c'est toujours un quart d'heure sur un tableau, et ils en font un sur notamment la grande vague d'Hokusai, et avec tout ce contexte qui est que au Japon, tu renais à 60 ans, t'as une nouvelle période de ta vie qui s'ouvre à ce moment-là. Et pour cet artiste-là en particulier, c'était son meilleur art, c'était celui qui était après ses 60 ans, et qui disait tout ce qui avance, c'est des croûtes, faut pas les regarder. Et sur quoi il n'a pas... Alors, évidemment, il a tort, parce que c'est quand même des chefs-d'œuvre, mais il n'a pas entièrement tort, vu la perfection de ce qu'il a achevé après. Et je me demande si c'est pas un peu pareil... Enfin, je suis assez persuadé en fait que c'est pareil pour à peu près tous les talents techniques et artisanaux et artistiques. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Et du coup, est-ce que c'est pas ce moment un moment pivot un peu pour toi, où justement tu arrives à la fin d'un certain modèle, donc il y a une sorte de mini-crise, quoi, et de là sortira un nouveau modèle qui permettra tu vois, une itération comme ça. Pour répondre à ta première question, parce que c'est la plus simple, je crois dans l'art de la pause. Et une des raisons pour lesquelles j'aime tant la méthode Pomodoro, et je m'y tiens, et donc je bosse par période de 20 minutes, et je me force à prendre des pauses de 5 minutes entre, donc grosso modo sur 1 heure, je travaille entre guillemets 40 minutes, et je me repose entre guillemets pendant 10 minutes. C'est que le simple fait de me lever de mon bureau et d'aller chercher un verre d'eau, ou de me lever de mon bureau et de m'étirer, c'est souvent à ces moments-là que je trouve le titre, que je trouve le chapeau, que je trouve la manière de débloquer une phrase, qu'un mais devient un pourtant, et que ça débloque une mécanique ou une suite d'idées. Et tout cela s'explique, il y a des centaines d'études sur la question, mais c'est important d'être capable de se dire pendant 20 minutes je vais y aller, je vais me taper contre le clavier
et je vais y aller, quoi. Je vais poser ce que je peux poser. Parfois, c'est toute la structure d'un papier, et parfois, c'est juste quelques phrases, quoi. Il y a des moments comme ça. Tu peux pas tout le temps mettre la même intensité. C'est pas possible, quoi. Mais ces 5 minutes, loin de l'écran ou loin du carnet, elles sont super importantes. Enfin, le nombre d'idées qu'on a sous la douche, quoi. Ouais. C'est pas pour rien, quoi. Au bout d'un moment, il faut aussi savoir lâcher prise et savoir laisser les choses venir toutes seules, quoi. La deuxième partie de ta deuxième question, je crois qu'il va falloir que je change de manière d'écrire. Je crois que d'une certaine manière, il va falloir que je réapprenne à écrire. Ce que je trouve fascinant, parce que mon billet de blog, probablement le plus intime, qui s'appelle Écrire tout simplement, il a 10 ans cette année. 10 ans tout pile. Et je vois ce que j'ai écrit à l'époque, et d'une certaine manière, c'était prescient, parce que je disais que 10 ans plus tard, pour continuer à écrire, il faudrait peut-être que j'arrête d'écrire. Et je commence à croire que j'avais raison. Ça t'arrive des fois, malheureusement. Je suis désolé, hein, mais... Et ça va être fun. Hein. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça va être fun. Ta réflexion sur l'art de la pause, moi c'est un peu l'inverse. Je crois que j'ai un désordre de la pause. C'est-à-dire que la pause a du sens quand elle est ancrée dans un rituel de travail, bien sûr. Oui. Et, il faut que ce soit une pause. C'est ça, il faut que ce soit une pause. Et le souci que j'ai avec la procrastination, enfin ça va ensemble bien sûr, c'est la régularité du travail. Ne serait-ce que... et justement ne pas être effrayé par la stérilité apparente du travail. Non, et c'est super important dans la procrastination. Il y a un art de la procrastination. Je parlais d'intensité à l'instant. Quand je me sens avoir un niveau d'énergie, pas forcément physique, hein, mais mental, qui baisse, j'organise ma procrastination. Je vais aller lire des documents qui peuvent m'aider à avancer dans ma réflexion. Ouais. Ou je vais aller suivre un fil qui n'est pas forcément immédiatement relié à ce sur quoi je suis en train de travailler, mais qui va augmenter ma culture générale et qui va pouvoir me servir dans mes futurs papiers. Ou dans Things, j'ai un dossier Low Intensity, avec des tâches de basse intensité. Répondre à un mail, payer une facture, aller faire de la modération dans les forums, aller répondre à des tickets de support, des choses qui ne demandent pas un grand effort mental, mais où tu continues à travailler à un moment où tu ne peux plus travailler. Je crois que c'est important, ça. Ah, c'est intéressant. Et puis, j'ai bien compris que les gens qui nous écoutent adoraient nos conseils de productivité, parce que c'est évidemment à deux flemmards de compétition qu'il faut demander ce genre de trucs. Bien sûr. À propos de flemmardises, tiens, regardez. Qu'est-ce que j'ai regardé ? Écoute, là on est en plein saison 2 de Upload, que j'aime beaucoup trop, que je bingerais d'une seule traite si Adrien ne me retenait pas. Et je crois que j'aime à peu près tout. J'aime... Déjà, je trouve vraiment chouette l'idée de se projeter dans un futur, que ce soit Retour vers le futur ou n'importe quel autre futur télévisuel, quoi. C'est toujours plus parlant que n'importe quelle prédiction écrite n'importe où, quoi. Même si dans les romans et tout, tu peux l'imaginer et tout, le voir filmé, ça donne un caractère tout de suite. Tu peux pas tester, quoi. Et ce que j'aime, c'est plutôt bien vu, je trouve. La nature humaine reste la même malgré les changements technologiques. Même limite de la nature, quoi, justement, sur le rapport de la mort, tout ça, l'âme, tout ça, bon, voilà. C'est ça qui est fun. Tout change parce que ça présuppose la singularité. C'est ça. En même temps, rien ne change. Rien ne change. C'est un futur très plausible. C'est exactement ça. Très plausible. Et même dans les côtés absurdes, ça l'est peut-être encore plus, d'ailleurs. Non, il y a plein de moments vraiment drôles. C'est très très bien dit. Et souvent, les moments drôles, justement, sont très, très brefs. Ils arrivent comme ça pendant 2 secondes et c'est une réplique où c'est les scientifiques disent qu'ils auraient mieux fait tester sur un pigeon avant de tester sur un humain, ce genre de trucs, et ça c'est rigolo. Puis bon, les clins d'œil avec la pop culture, les thèmes quand même assez profonds finalement aussi sur justement l'existence de l'âme ou non, qu'est-ce que c'est qu'une conscience, tout ça, bon voilà. Ça c'est très intéressant. Et ça me plaît beaucoup, c'est vraiment un format je trouve idéal, tout le monde joue très bien, je passe un très bon moment à chaque fois. Pour l'instant. Je continue à avancer dans Borgen, et je dois dire que c'est assez amusant de regarder ça de l'œil gauche et de l'œil droit, duquel je vois très mal, regarder ce qui se passe à l'Assemblée nationale.
Je crois que la concomitance des deux c'était pas voulu, mais c'est assez bien vu. Et j'ai commencé à regarder la deuxième partie de la deuxième saison de Central Park sur Apple TV+, qui est ce dessin animé qui se passe à Central Park, figurez-vous. Et c'est toujours aussi bien. C'est pas complètement un dessin animé pour les adultes, comme BoJack Horseman ou Bertie and Tuca ou des trucs comme ça. C'est pas non plus un dessin animé pour les enfants. Je pense que ça fonctionne vachement bien pour les ados. Ouais. Et ça les prend pour des vrais ados. Pas pour des petits adultes ou pas pour des grands enfants. Et ça parle de choses parfois assez compliquées. Là, notamment dans la deuxième partie de la deuxième saison, il y a la question de la menstruation qui arrive sur le tapis. Et c'est plutôt bien foutu, je trouve. Ouais. Donc je continue à regarder ça d'un œil... Du troisième œil. Oui, du coup, il en faut un troisième, là, dans ce que je raconte. Hein, ouais. Bah écoute, voilà. Voilà, très bien. Ça fait penser que j'ai regardé aussi, sur mes pauses de midi, je regardais Her Voice sur TV+, Apple TV+, qui commence plutôt... Enfin, bon, qui commence pas ouf, qui a un arc très intéressant qui se développe vers le milieu, et qui finit pas ouf. Drôle de série, très curieusement ficelée, mais bon... Je suis content de l'avoir vu, mais ça finit vraiment par contre un peu en coup de poisson. Enfin, c'est pas une fin très satisfaisante, quoi. Si les gens qui nous écoutent n'ont pas eu la curiosité d'aller feuilleter le catalogue d'Apple TV+, je les invite à le faire, vraiment. Il y a des choses intéressantes. Je crois que c'est le service de streaming le plus intéressant de la planète. C'est d'une qualité différente, et qualité dans le sens littéral du terme. C'est la texture est différente. Oui, c'est la texture, c'est ça, la texture. Ouais. Il y a, ouais. Écoutez. Qu'est-ce que j'ai écouté ? Eh bien, j'ai écouté essentiellement beaucoup de choses ce dernier cycle, mais essentiellement, je retiens deux choses. Déjà, le nouveau single de Beyoncé. Yeah, break my soul. C'est intéressant. Alors, évidemment, je l'écoute à peu près 50 fois par seconde, mais est-ce que... À propos de 50 fois, est-ce que c'est pas justement une adhésion qui se fait à 50-50 ? Donc d'un côté, évidemment, c'est quand même quelque chose qui est fait pour être écouté, je suppose. Et de l'autre, ça sort pile poil pour la Pride, pour ce genre de choses, bon, c'est très bien. Et de l'autre côté, est-ce que c'est pas aussi moi qui veux tellement aimer que de toute façon, quoi qu'elle fasse, j'aimerais ? Je sais pas. Je pense qu'il y a un peu des deux, une intersection. Après, je sais pas quel est le ratio, quoi. Et l'autre écoute que j'ai faite, qui est un peu plus indé, c'est Regina Spektor. Home Before and After. J'aime beaucoup Regina Spektor parce que depuis, je crois, 500 Days of Summer, où elle signe 2 morceaux, et enfin, ouais, bon, c'est bien, c'est juste bien, quoi. C'est vraiment une artiste, enfin, c'est une très bonne artiste, je trouve. Lyricalement, comment on dit ça ? Sur les paroles. Sur les paroles. Sur les paroles, voilà, on va dire ça comme ça. Sur les arrangements, ça, c'est merveilleux, quoi. C'est très très chouette. Même quand c'est moins bien, c'est bien, parce que ce qui est bien est tellement bien qu'il y a une réserve de bien. C'est exactement ça. Ah, c'est très bien dit. Bien. Et toi donc ? Je suis allé écouter Nothing But The Blues, qui est le live qu'ils ont exhumé d'Eric Clapton, qui remonte à 1994, si je dis pas de bêtises, parce qu'il est sorti en high-res ces dernières semaines. Je sais que c'est pas bien vu comment Clapton a tourné en vieillissant, notamment anti-vax, un peu tout ça. Mais enfin, en même temps, Clapton reste Clapton, quoi. C'était avant. Et puis c'était 1994. Et puis évidemment qu'on peut séparer l'homme de l'œuvre. Quoi ? Continuons la philosophie de comptoir. Et puis surtout, le milieu des années 90, toi et moi, on est allés le voir en concert au milieu des années 2010, et c'était déjà vachement moins bien qu'au milieu des années 90. Et c'est vraiment sa meilleure période. Enfin, ça s'écoute... je vais l'écouter 2 ou 3 fois d'une traite, quoi. Il y a un côté, c'est... Ah, oui, je me souviens pourquoi j'aime Clapton, pourquoi j'écoutais Clapton à l'époque, parce que c'est à peu près à l'époque à laquelle j'ai découvert, j'étais tout gamin. Pourquoi j'ai voulu jouer de la guitare, pourquoi j'adore le blues, parce qu'une fois que t'as écouté ce que Clapton jouait à l'époque, bah t'es obligé de remonter aux années 20, aux années 30 et à te faire toute l'histoire du blues. Alors ouais, le Clapton d'aujourd'hui, il aime pas trop les confinements et les vaccins, mais enfin merde. Voilà quoi. Puis moi c'est pas Renaud, quoi, il a pas fait single là-dessus, quoi. Je veux dire. Si.
Ah merde, il l'a fait. Ah oui. Ah, Ah. La J'ai- vieillesse, c'est un naufrage. Je continue ma redécouverte de l'électro. J'ai notamment écouté les Selected Ambient Works, le volume 2 d'Aphex Twin. Hmm. Ce qui me rajeunit là d'un point de vue musical. Et Silence de Monolake. Et ces deux albums, parmi d'autres que j'ai écoutés, qui sont beatless, je préfère la musique ambiante à l'EDM, quoi, si j'ai à choisir. Et là encore, je fais un appel aux gens qui nous écoutent, mais je suis preneur de suggestions. Hmm. Je trouve ça intéressant parce que, enfin, intéressant, ça m'énerve. Je trouve ça rafraîchissant, pour reprendre le mot du dernier épisode, parce que je ne comprends rien à ce qui se passe, je n'ai pas les mots pour décrire ce que j'entends, et ça change, et j'aime bien. À l'inverse, un truc pour lequel j'ai les mots pour décrire ce que j'écoute, c'est la Statement Series de Toy Toy. J'ai beaucoup apprécié leur concert à Help Jazz avec le NDR Big Band. C'est du jazz rock jazz, je sais pas comment faut le dire. Ça existe? Ouais, et là pour le coup c'est pas beatless, quoi. Il y a vraiment du rythme, il y a vraiment de la percussion, et c'est un truc qui s'écoute au casque. C'est assez plaisant parce que ça fait, tu sens les haut-parleurs qui se couplent avec tes tympans et ça bouge dans tes oreilles. Mais j'ai aussi beaucoup aimé écouter ça dans le salon en mettant un peu fort avec les basses et tout. Physiquement c'est assez plaisant, quoi. Mais en même temps, mélodiquement, c'est du jazz de haute volée, mais assez pas non plus compliqué à écouter, quoi. C'est sympa. Ils sont forts, ces Allemands. C'est vrai qu'ils sont forts. Bah tiens, t'as l'air lancé, vas-y, fais-la. Qu'est-ce que t'as lu, toi? J'ai acheté plusieurs bouquins qui étaient sur le thème du café ces derniers temps. Et en allant chez ma libraire, j'ai trouvé sur les tables un truc qui s'appelait Café sans filtre de Jean-Philippe Blondel, qui est un auteur français par ailleurs assez connu. Et je me suis dit, bon, café, d'accord, allons-y. Tant que le café est encore chaud, le moine de Moka, café sans filtre, c'est assez marrant, ça va devenir le thème de l'année, je le prends. Puis je retourne et je lis la 4e de couverture. Et je fais, tiens, en fait c'est la 4e de couverture de mon roman, pas du sien. Du coup, c'était un sentiment positif qui m'avait emmené vers ce livre, et je l'ai acheté avec un sentiment négatif en disant, mais qu'est-ce que ce crétin a pu écrire de mieux que moi? Bien entendu. Et j'ai plein de choses négatives à dire sur ce livre qui, voilà, c'est la littérature d'été, quoi. Ouais. En même temps, c'est très bien. Mais en même temps, c'est exactement parfaitement ce qu'il faut pour un été. Je sais pas s'il faut dire post-Covid parce que c'est pas fini, mais oui. C'est ce qu'il faut pour la période, pour l'époque, et dans le genre littérature de plage, c'est bien fait. Ok. Donc ça se lit bien. Et là, je n'en ai pas parlé dans ma critique sur Métro Zen Dodo, mais la maquette, c'est édité par l'Iconoclaste. La maquette est superbe. Ça, c'est très important pour un bouquin. Adrien a acheté tous les volumes de Blackwater qui fait fureur actuellement parce que c'est joli, ça brille. et je comprends, je l'aurais fait aussi à sa place. Et bon, après, ça se lit aussi très bien, donc ça tombe bien. Mais ouais, je crois que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de prise de conscience parce que longtemps on avait quand même les folios qui ont dominé le paysage. Enfin, c'était folio Pléiade, j'ai l'impression. Il n'y avait pas trop d'entre-deux, quoi. Enfin, il y en avait un, mais les couvertures n'étaient pas genre voilà. Et quand tu vas au Royaume-Uni ou aux États-Unis, c'est quand même très différent. Le rapport à l'objet physique livre est très différent. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que ça se réveille un petit peu au niveau graphisme et tout ça. Ouais. Mais là, même la proportion du bloc de texte par rapport à la page est une proportion ultra classique, donc tu as beaucoup d'espace. Tu peux poser ton pouce sur la page sans aucun problème, ce qui n'est pas le cas du livre de poche moyen où le bloc prend toute la page pour économiser au maximum de l'espace. Il y a des impressions forcées sur les têtes de chapitre. Ils sont tellement forcés, il y a tellement d'encre que tu as même une impression, quoi, un embossage sur la page. Donc c'est presque l'impression que ça a été imprimé à la main, quoi. C'est un bel objet aussi, quoi. Tu parlais de Pléiade, je lis Don Quichotte dans la Pléiade, et je me suis offert Don Quichotte dans la Pléiade. J'ai même d'ailleurs
2 éditions différentes, puisqu'il y a une édition moderne avec un bel appareil, je lis l'ancienne traduction. J'avais parlé des fictions dans un épisode de Borges. Donc Borges, dans les fictions, m'emmène lire Juan Goytisolo. Les Servantiades de Goytisolo m'emmène relire Bouvard et Pécuchet. J'ai ouvert le folio Bouvard et Pécuchet, qui est atroce d'un point de vue composition, à l'inverse. Et ce qui est marrant, c'est que je lis Bouvard et Pécuchet après avoir fait un détour par La tentative d'épuisement d'un lieu parisien de Pérec qui avait écrit une préface de Bouvard et Pécuchet. Donc t'as comme ça cette espèce ces espèces de méandres. J'aime beaucoup quand t'as ces fils là qui sont tendus dans l'intertextualité. Je dois dire que j'ai envie de continuer à démêler la pelote. Il y a un truc autour du quichotte. Et je crois que ça va être pas le thème de l'année, mais le thème de la décennie, je pense, de lecture. Parce que plus je tire, plus il y a de livres qui tombent. Écoute, c'est une méthode intéressante pour trouver de nouveaux livres, en tout cas. À lire. C'est pas mal, j'aime bien. De mon côté, je me suis fait offrir deux bouquins pour mon anniversaire, qu'on a fêté un peu tardivement, du coup, parce que forcément New York entre-temps. Oui. Et c'est Guacamole Vaudou de Fab Caro avec Éric Judor qui... c'est un roman photo, en fait, voilà. Et j'aime bien l'humour absurde, donc j'ai passé un bon moment. Qui est genre super. Oui, c'est très très bien. Et mais, voilà, j'aime beaucoup Fab Caro, j'en lis pas assez, il faudrait que j'en lise plus. Et à mi-chemin entre l'achat et la lecture, donc j'ai demandé aussi L'Italie en train, un bouquin de chez Hachette. Je le montre à la caméra, personne ne voit. Qui est fort recommandé par Jean-Christophe Courte, le taulier d'Urban Bike. Et je l'aime beaucoup. Urban Bike aussi, bien sûr, mais le bouquin avant tout. Ça donne envie déjà d'avoir ça pour tous les pays d'Europe, voire du monde. Et j'avais pas besoin de nourrir ma rêverie obsessionnelle sur les road trips ferroviaires, mais bon, du coup, c'est de la gourmandise pure et j'aime beaucoup. Oui. Pour avoir fait l'Italie du Nord en train, je recommande. Ouais, j'imagine. Le train de mer, en général, est un formidable moyen de déplacement en vacances. Le train, c'est la vie. Acheter ? Anthony, j'ai acheté des choses. Surprise. Beaucoup de choses. T'as l'air d'avoir peur un petit peu. Okay. J'ai acheté des Nothing Here, entre parenthèses 1. J'ai tellement de questions. Alors, en fait, ce qui s'est passé, pourquoi ? J'avais perdu mes AirPods Pro. Et en fait, non, ils ont été localisés, mais dans un endroit où je voulais pas aller, donc je les ai perdus. Et du coup, j'ai acheté... entre-temps, j'ai utilisé les AirPods, du coup, les écouteurs filaires. Et après, passer 2, 3, 4 jours d'acclimatation, en fait, je me suis dit que c'était quand même vachement sympa, parce que ça répondait beaucoup mieux que les AirPods, notamment sur Siri. Oui. Bon. Et puis le micro est vraiment de meilleure qualité, bien meilleure qualité, rien à voir. Pour les appels et tout, c'est le jour et la nuit. Après, pour les peu de moments où je prends le métro, où j'ai besoin de m'isoler un petit peu, c'est vrai que l'annulation de bruit était sympa. Et j'aimais bien aussi la qualité sonore, le son est très superficiel dans les AirPods, tu restes au courant de ce qui se passe autour de toi, ça c'est bien. Oui. Mais quand tu veux un peu plus d'intériorité, voilà, c'est compliqué. Je me suis dit, bon, je vais quand même pas dépenser 200 boules dans un truc juste pour ça, donc j'ai essayé les Nothing à 80 € environ, il y avait une offre sur Amazon. Et alors, j'ai passé pour un bolos. J'ai testé un petit peu, 2-3 jours. En soi, ça marche plutôt bien. C'est même plutôt quali, le packaging, tout ça, l'objet lui-même, ça rentre bien dans l'oreille, c'est cool, voilà. Mais le son était vraiment très bizarre, un peu entre métallique et étouffé. C'est-à-dire que très dans les aigus, et comme avec un filtre passe haut un petit peu. Ouais. Je sais pas si c'est très clair comme sensation que ça peut rendre. Est-ce que tu avais à la fois beaucoup d'aigus et beaucoup de basses ou de bas médium et rien entre les deux ? Et donc avec les voix un peu en retrait, comme s'il y avait un voile devant les voix. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc la courbe en U habituelle, quoi. Ouais. C'est ça. Et surtout quand tu sors des AirPods Pro, tu vois la différence tout de suite. Tu entends la différence tout de suite. Donc je fus déçu. Je fronça le sourcil. Et je me dis, Arnaud, écoute, t'as déjà payé 80 €, tu les renvoies à Amazon et avec les 80 €, tu mets encore 80 € au bout, t'as des AirPods Pro, fais pas chier, quoi. Et du coup, j'ai acheté mes AirPods Pro reconditionnés par Amazon, un peu moins cher, et voilà, super. Et entre-temps, je me suis rendu compte que dans les réglages de ma musique sur iPhone, j'avais mis
Augmenter les aigus. Donc je suis un peu con en fait. Je me fatigue des fois, Anthony, je te le jure. Bon, du coup, en fait, je pense que c'est pas mauvais comme écouteur, surtout pour le prix. Même si je préfère quand même les AirPods. Il va falloir que je les teste pour Je veux le top, puisque j'ai un guide des écouteurs à annulation de bruit. Et le design me fait un peu peur, et la hype autour de Nothing me fait un peu peur. Ouais, je comprends. Mais je veux rester ouvert d'esprit sur cette entreprise, mais c'est dur. Alors, je vois très bien ce que tu veux dire. Et pour d'autres marques, ça m'a fait chier qu'il y ait une hype aussi comme ça. Mais pour eux, bizarrement, vu qu'ils se concentrent sur très peu de produits pour l'instant, enfin en l'occurrence 1,5, puisque le téléphone n'est pas encore sorti, et que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de trucs un peu rigolos en téléphone, je leur pardonne, tu vois. Ouais, Je me dis, ok, j'attends de voir. Je me suis rendu compte d'une chose quand même, c'est que dernier épisode, on a parlé de la WWDC, ou de la Dub, comme disent les intimes. Et en fait, je me suis rendu compte en raccrochant avec toi que j'avais oublié plein de sujets. Parce que mine de rien, c'était assez dense ce qui s'est dit. Comme on l'a dit, on n'a pas suivi la WWDC. Donc évidemment qu'on a oublié plein de trucs. C'est vrai. On l'a pas suivi, on l'a vécu dans notre chair. Vraiment. Pourquoi oui, vraiment. Mais toi, par exemple, à commencer par les Mac, on en a parlé très vite fait, je crois, mais vraiment pas en détail. Et c'est vrai que moi, le MacBook Air, mais je suis genre excité comme Jaja, quoi. Je vais pas l'acheter, mais j'ai très hâte de le voir. Et dans 2 épisodes, chers auditeurs, chères auditrices, achetez. Alors figure-toi que tu vas rire, mais je suis tombé sur un MacBook Air en glissant comme ça. Ah oui, non, c'est bizarre comme on va ouais. C'est le genre de blague que je pourrais pas. Tu vois, j'aimerais bien pouvoir les faire volontairement. Bah non. Voilà. Non, mais moi aussi, secrètement, j'ai envie d'un MacBook Air, mais Du coup, c'est plus secret là. d'une certaine manière, et c'est pas uniquement pour aller à rebrousse-poil de toute la couverture médiatique, je me demande si le MacBook Pro est pas la machine la plus intéressante des deux. Alors attends. Ok, vas-y, explique, parce que là, je suis perdu. Intéressante pour le journaliste, hein, pas pour le grand public. Le grand public doit évidemment acheter le MacBook Air. Oui. Mais ça dit des choses... Enfin, le MacBook Pro, c'est la 2e machine la plus vendue du catalogue d'Apple. On m'a dit que c'était grosso modo 45% en MacBook Air et 30 à 35% en MacBook Pro 13 pouces. Et le reste énorme. se partage entre 14 et 16. Je suis sûr qu'il y a des variations selon les boutiques et selon les canaux de distribution, mais grosso modo, c'était les ordres de grandeur qu'on m'avait donnés. Ok. Et c'est une machine sur laquelle ils font une marge de cinglé, contrairement au MacBook Air. C'est un bon point. C'est vrai que le form factor a tellement peu changé. Yes. Parce que quand on change le form factor du MacBook Air, on change les machines qui vont derrière. Bien sûr. Et ça coûte du fric. Et celles qui recyclent aussi derrière. Yes. Parce que j'imagine qu'ils vont... Je sais pas. Et ça coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Et c'est pas le cas avec le MacBook Pro. Ou moins. Mais on le voit avec l'iPad aussi, hein, le côté l'iPad Pro qui a pas changé, c'est parce que l'iPad Pro qui change pas, c'est des machines derrière qui changent pas. Et au bout d'un moment, c'est un appareil qui vaut très cher et qui, plus longtemps il garde son châssis, plus longtemps il garde un certain nombre de composants, plus Apple peut finir par faire de la marge dessus. Ouais. Et évidemment que le MacBook Pro il sert Apple à faire du fric, mais je crois qu'il a aussi un public. C'est quand même la seule machine qui permet d'avoir toutes les performances de la puce M1 ou de la puce M2 maintenant, ce qui n'est pas le cas du MacBook Air, puisqu'il a une puce un peu en deçà et il a pas de ventilo. Et franchement, c'est une machine qui est bonne à tout faire, quoi. Elle a la grosse batterie sans avoir un processeur infiniment plus puissant, donc elle a une meilleure autonomie que le MacBook Air. Elle a un super écran, elle a un super clavier, un super trackpad, elle a des ports, elle a... Alors oui, la webcam est moins terrible maintenant, parce qu'il y a des webcams un peu meilleures, mais enfin... Je suis pas sûr qu'on ait envie de dire que la webcam du MacBook Air ou de l'iMac sont des bonnes webcams, donc au final on s'en fout. Ça reste une super machine. Le Pro 13. Et évidemment que la machine par défaut c'est le MacBook Air, surtout maintenant, quoi. Mais j'enterrerai pas le MacBook Pro 13 pouces trop vite. Donc tu penses qu'il a encore... il a encore quelques cycles devant lui, quoi. Sous cette forme ou pas, je sais pas.
Mais de la même manière que l'iPad tout court, que certains ne comprennent pas pourquoi il y a un iPad mini, un iPad Air, et entre les deux, il y a un iPad. Je crois que c'est un peu le même genre de dynamique. C'est une machine qui a sa place. Oui. Et qui a un public important. Et un public qui, si cette machine n'existerait pas, ne pourrait pas financièrement aller vers le Pro 14 et ne voudrait pas aller sur le MacBook Air parce qu'il n'y a pas marqué Pro, parce qu'il n'y a pas ceci, parce qu'il n'y a pas cela. C'est un très bon point, oui. Et oui, je crois que ça joue plusieurs rôles. Il y a ce côté aussi rassurant du connu, et parce que malgré tout, on reste quand même sur des puces très neuves. Alors, le seul problème, je trouve, c'est l'augmentation des prix suite à la baisse de l'euro, quoi. Ça, c'est terrible. Tout augmente, ma bonne dame. Et c'est assez réaliste. C'est assez vrai, en fait. Au début, tu vois, ça fait 30 ans qu'on est en crise, je veux dire, enfin, depuis qu'on est né, on nous dit qu'on est en crise. Mais, on va de crise en crise, nous. On va de crise en crise. Mais c'est la première fois que je fais attention au prix, notamment des cracottes Waza que j'aime beaucoup, et au Franprix du coin. Alors, Franprix n'est pas une référence, mais quand même. Elles sont passées de 1,95 à 2,15, puis à 2,30 hier, j'ai vu. Tu te rends compte ? Putain. Tu te rends compte ? Ça sera bientôt 3 €, bah je te le dis. Enfin bon, voilà, 1500 boules du coup pour un form factor un peu ancien. Je comprends que certains se posent la question, mais en fait, si tu te poses la question, c'est qu'il n'est pas pour toi. C'est aussi simple que ça. Je sais pas. Je crois qu'on atteint aussi des limites. Enfin, là, il y a un côté où 1500 balles pour une machine qui a pas 16 Go de RAM et qui a pas 512 Go de SSD. Pardon, je voulais dire... excuse-moi, j'ai mal formulé mon truc. Je voulais dire, si tu poses la question de la raison d'être du oui, MacBook Pro, oui. Mais c'est vrai que niveau prix, c'est Apple qui a toujours été capable d'augmenter, enfin qui augmente toujours plus vite qu'elle ne baisse, hein, quand il y a une fluctuation dans le taux dollar-euro. C'est vrai que niveau prix, ça me rappelle la situation, je crois que c'était 2015-2016, où c'était un peu compliqué aussi. Ouais, ça faisait un peu chier, ouais. Après, cela dit, là on a cette nouveauté qui n'était pas là, je crois, en 2015-2016, qui est Amazon. Oui. Avec des réductions parfois qui sont meilleures que les réductions employées chez Apple. Et cette machine ne vaut pas 1599, elle vaudra très rapidement 1305. Oui, je pense aussi. Ouais. Entre Amazon et le Refurb, ce sera facile. Perpétuel, voilà, tout à fait. Ouais. Et oui, enfin, petit conseil au passage, on arrête d'acheter chez Apple, c'est fini ça. Ah ouais, non, le faites plus. Enfin, si vous le faites, le faisiez plus. C'est fini. Ouais. On achète chez Apple, chez Amazon. Oui, voilà. Dans la boutique Apple, hein, on n'achète pas chez n'importe qui ou en reconditionné, machin truc muche, mais on achète plutôt chez Amazon ou dans le reconditionné Apple. Le refurb d'Apple est super. Il est hyper quali. Ah ouais. Il n'y a pas de différence avec le neuf, quoi. Et des fois, tu as des surprises en plus en termes de specs, donc ça, c'est super. Un peu moins qu'à une époque, mais notamment sur les grosses configs, ça peut encore arriver de tomber sur une machine qui est surspéquée par rapport à sa fiche technique, et ça, c'est toujours un plaisir. C'est tellement rare d'avoir des cadeaux d'Apple en même temps. Tu te rappelles les Fokuburo, là, les sacs oui. Oh là là, c'était plus simple. Ouais, c'est dommage qu'ils le fassent plus, ça. En même temps, ils le faisaient qu'au Japon, donc toi, t'étais là en France, tu regardais, tu bloguais. C'est vrai. C'était devenu une tradition, quand chaque année, tu bloguais sur regarder ce que les Japonais, ils ont eu le droit et que nous, on n'aura jamais. Oh, le taux de sel dans le monde a augmenté de 40% à cause des larmes des gens qui ont vu ce qui se passait au Japon. Ouais. Ouais, c'est vrai que ce serait sympa quoi, de pouvoir aller chez Apple et de dire j'ai un budget de 2000 et puis ils te tendent un sac. Puis dans le sac, ils te disent bah voilà, il y a 2005 dans le sac, mais on ne dit pas ce qu'il y a dans le sac. Cadeau quoi. Ça résoudrait peut-être d'ailleurs le problème pour les gens qui hésitent entre MacBook Air et iPad Pro, tu vois. De ouf. Tu laisses Apple faire. Mais grave. Ce serait peut-être un modèle, oui. Non, puis l'autre intérêt qu'elle a pour revenir à cette machine, c'est que c'est la première machine avec la puce M2, quoi. Donc c'est aussi la machine avec laquelle on découvre... Ouais. Enfin, ça y est, quoi. On voit la mécanique générationnelle se mettre en place, on voit ce que ça peut être un bond d'une génération à l'autre, et on voit que c'est plus que si on était resté chez Intel. Tellement. Il y a ça aussi, quoi. Elle joue aussi ce rôle. Et tu vois, en y réfléchissant et en t'entendant parler justement de la continuité des repères, notamment, et du coup du maintien du MacBook Pro dans cette gamme-là, l'arrivée du M2, c'est un peu dans cette logique-là aussi. C'est-à-dire que c'est pas du M4, quoi. C'est pas du M1 carré. Oui. Je sais pas, c'est M1 carré, ça fait combien? ça ferait 1. Ça ferait 1.
Donc Arnaud est mauvais en maths. C'est QFD. Mais je crois que tu vois ce que je veux dire. On se comprend. Voilà, c'est pas le double, c'est un on dit quoi, TikTok, c'est ça, lequel est le nom du modèle. Justement, je sais pas vraiment si c'est un TikTok, parce qu'en fait, ça fait des années qu'Apple n'a pas changé d'architecture. C'est vrai. Mais elle l'améliore, elle la densifie, elle abaisse sa finesse de gravure, elle lui donne plus d'électricité. Ça, je crois que c'est aussi la grande différence entre le M1 et le M2. C'est pas un hasard s'ils ont changé les adaptateurs secteurs et qu'ils leur donnent un peu plus de jus. En fait, ils donnent plus de jus aux composants, et donc on voit ce que donne quelque part le M1 quand tu lui files 5 watts supplémentaires. Et que tu as un ventilateur pour faire sortir ces 5 watts là. Et d'ailleurs, d'après mes premiers tests, on donne 5 watts de plus en entrée et le ventilateur n'arrive pas tout à fait à sortir les 5 watts. Et donc ça a des conséquences sur la température moyenne de la machine. Je peux comprendre que ça chauffe. On n'est pas au stade d'Intel, mais on n'est plus du tout au stade du M1, quoi. Non, tu sens que c'est marrant quelque part de les voir réfléchir à voix haute. Ouais. Le M1, c'était quel est le meilleur niveau de performance qu'on peut avoir ? Comment est-ce qu'on peut matcher Intel ? Et donc on se rend compte qu'on match Intel en mettant 20 watts de moins dans le TDP, de dégagement thermique. C'est pas les bons chiffres, mais peu importe, c'est l'idée. Et là, c'est ok, donc on sait faire ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on remet 5 watts ou 10 watts ? Est-ce qu'on tape les limites thermiques de la machine ? C'est marrant. C'est pour ça que je pense que le MacBook Air, en fait, sera assez similaire au M1 en termes de performance. Parce que sans ventilateur... niveau pros, il devrait être grosso modo comme le MacBook Pro, sauf peut-être en pointe, mais donc on va gagner, on va dire, entre 10 et 15%, ce qui est énorme d'une génération à l'autre. Faut le dire. Hein. Par contre, niveau graphisme, comme il a 2 cœurs GPU en moins, puisqu'il reste sur 8 cœurs, là oui, il sera clairement un cran en dessous. Et là, on a des trucs, j'ai encore fait un test, un de mes tests favoris de montée en charge, c'est un test de rendu de vidéo 8K, donc un truc quand même 8K, hein. C'est pas un petit test. Ouais. Hein. Et on a presque doublé, on va dire entre 40 et 60% de performance supplémentaire quand on utilise Metal pour le faire, donc sur les performances graphiques. On est passé d'un monde où on gagnait 2, 3, 4% à 15% sur le CPU, 40 à 60% sur le GPU. C'est difficile de faire la fine bouche. Hein. C'est hallucinant. C'est ça en fait. Je crois qu'on manque de contexte, on se rend pas compte. C'est un truc de cinglé. Ouais. C'est pas du tout TikTok en fait, c'est tic-tic tout le temps. Bah, c'est ça. Tac-tac. Ou tac-tac, ouais. Ouais, voilà. Et sans changer fondamentalement d'archi, quoi. Donc tu te dis, mais qu'est-ce que ça va donner le jour où on passe de 5 nanomètres à 3, si on change d'archi, tu te dis, mais c'est monstrueux, quoi. Monstrueux. Ouais, ils sont fortiches. Ouais. Et cette année, normalement, on va avoir évidemment les déclinaisons Pro, Max, Ultra. Élite. Mais enfin, on aura peut-être la puce extrême, quoi, du Mac Pro. Et qu'est-ce que ça va être, cette puce ? Est-ce que c'est 4 fois, 8 fois le M1 ? Est-ce que c'est une puce complètement différente parce que... j'ai toujours la même question qui est, est-ce qu'on va avoir de la mémoire externe ? Parce qu'ils vont pas pouvoir continuer à la faire grandir infiniment, cette puce. Je crois qu'à un moment, il y a des limites, effectivement. Ah, il y a des limites physiques, hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça prend du temps de faire transiter des électrons. Et puis, est-ce qu'on va avoir du PCI conventionnel ? Ou est-ce qu'on va tout faire avec du Thunderbolt ? Et donc, moi, je pense beaucoup au Mac Pro 2019, où avec les modules MPX, ils avaient fait des choses bizarres, où c'était du PCI, mais pas du PCI plus du Thunderbolt, plus de l'alimentation, plus... Donc, est-ce qu'ils vont continuer Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça ? Parce que selon les réponses à ces questions-là, tu changes physiquement ce qu'est la puce, et donc tu changes aussi toute la plateforme, parce que si tu te mets à faire de la mémoire externe avec des puces Apple Silicon, bah, ça change pas mal des choses. Et donc oui, tu vois, bah, cette petite puce qui arrive dans cette petite machine qui ressemble exactement au MacBook Pro que j'avais en 2009, ça fait un peu vieillot, et en même temps tu te dis, mais waouh, c'est un truc de cinglé, quoi. Bah non, mais oui, il y a un effet vraiment... Enfin, par rapport à Intel et même n'importe quelle autre puce, quoi, c'est un vrai rouleau compresseur. Mais je sais plus si c'est toi qui as utilisé ce terme rouleau compresseur, mais il y a un autre rouleau compresseur qui est dans le système, avec l'avalage progressif des fonctions d'autres applications, quoi. Ouais. Le Sherlocking, comme on dit. Oui, comme on dit. Oui, il y a un... Je trouve ça vraiment fascinant, cette capacité que
les Américains parlent de low-hanging fruit, le côté, les fruits qui sont en bas de l'arbre. Oui. Mais où il y a un peu de ça, quoi. Tu t'imagines Tim Cook qui est sous ses abricotiers à l'Apple Park et puis qui prend C'est pas des abricotiers, Anthony. Si. Si. Et donc il prend les abricotiers de l'arbre et c'est un peu ça, quoi. C'est Apple qui voit les applications qui marchent sur la plateforme mais qui font pas des trucs grandioses. Et petits utilitaires qui ajoutent une petite fonction. Et c'était le fameux mot de Jobs sur Dropbox, quoi. Vous êtes pas une app, vous êtes une fonction, quoi. Et Apple, c'est ça. Apple tue les apps qui sont pas des apps. Ouais. Et elle les intègre au système, et quelque part, ça force... Enfin, cette année, c'est incroyable. Hein. Ils ont tué Camo, qui était ce truc qui permettait d'utiliser l'iPhone comme webcam. Ils ont tué Inco, qui va être bouffé par Freeform. Ils ont tué Megroup, qui est le truc des contacts. Enfin, ils ont tué Medico, Hyperphoto. Enfin, ils ont tué un nombre incalculable d'apps. L'anti-oops d'Antidote, bordel, qui est intégré à Mail. Oh, punaise, ouais. C'est quand même... Miro, Epocam, Photoroom, livraison, parcelle. Enfin, tu pourrais faire une liste complète comme ça d'apps qui sont charloquées, quoi. Et justement, cette multitude me fait m'interroger sur le process exact. Je suis persuadé qu'il y a un certain nombre d'applications qu'Apple observe et se dit, tiens, ça, ce serait cool qu'on l'intègre. Et ils le font. Mais je me demande si à un moment, c'est pas juste une espèce de série de coïncidences où ils voient bien qu'il y a... Enfin, par exemple, on voit que le MacBook Pro 13 pouces est toujours à la vente et la caméra change pas. Mais c'est vrai que l'iPhone a une bonne caméra, ça aurait dû être le cas depuis longtemps qu'on puisse utiliser l'iPhone comme caméra, quoi. Je me demande quel est est-ce que c'est aussi un géant, tu vois, forcément, à chaque mouvement, tu écrases 50 000 choses, tu vois, donc... Si tu files la métaphore de l'arbre fruitier, il y a des arbres que tu arraches et des arbres qui tombent au sol. Et il y a des fonctions qui ont une évidence, et quelque part, c'est de la faute des développeurs de ces applications de pas s'être couverts. C'est-à-dire que quand tu as une application qui est à ce point simple, parce qu'elle fait une fonction que c'est trivial pour Apple de l'implémenter et te bouffer, c'est de ta faute de t'être fait bouffer quelque part, et de pas avoir prévu le coup, et de pas avoir une deuxième, une troisième, une 15e application. Ouais. Et tu le sais que le boulot d'Apple, c'est de te maintenir sur la ligne de crête. Apple, c'est le dictateur bienveillant qui fouette les développeurs pour forcer les développeurs à innover. C'est ça. Et si tu innoves pas, si tu te reposes sur tes lauriers avec ta petite application qui fait de l'OCR en scannant ou qui fait de la gestion de groupes dans les contacts, mais va te faire foutre, quoi. C'est normal que tu te fasses baiser par Apple. Et je le dis de manière un peu violente parce que les développeurs répondent de manière super violente sur Twitter et par mail et par communiqué de presse et machin truc muche en disant Apple c'est le mal incarné. Mais au bout d'un moment... C'est dur de reprocher en fait à l'ogre de manger, quoi. Mais complètement, bordel. Ouais. il y a un aspect cycle de la vie, effectivement. Ouais. Et puis ils t'ont présenté Text en direct l'an dernier, tu sais forcément qu'ils vont te le faire sur la vidéo et qu'ils vont te le faire dans tout l'OS, c'est évident. Donc prépare-toi, mec ou meuf. C'est vrai, oui. C'est vrai que pour le coup, une des caractéristiques d'Apple, c'est la cohérence extrême en général, quoi. Il commence sur un truc, en général, il file le truc jusqu'au bout, évidemment. Ouais. Non, c'est un bon point. Bonjour, on a Sherlocké Luna Display avec Sidecar. Bonjour, on a Sherlocké tout le reste de l'industrie en permettant de passer ton curseur avec commande universelle de ton iPad à ton Mac. Ouais, j'avoue. Bonjour, on a fini de complètement vous tuer en permettant la prise en charge des écrans externes directement sur l'iPad. C'est tellement cousu de fil blanc que c'est grossier, quoi. Oui, c'est de la sélection naturelle, en fait. Ah, il y a un peu de ça, ouais, complètement. Ouais. Et ça n'empêche pas... je trouve amusant de voir certains développeurs se plaindre d'avoir été Sherlockés et en même temps des développeurs qui sont là depuis 25 ou 30 ans maintenant et qui en ont jamais souffert, quoi. Et tu te dis, c'est quoi la différence entre ces deux groupes? Et la différence, c'est que il y en a qui bossent. Il y en a qui bossent. Par contre, on va se faire dézinguer après ça. Rien à foutre. Et je tiens à la différence entre nouveauté et innovation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vachement bien, des apps qui sont super intéressantes, mais elles sont nouvelles, elles sont pas innovantes. Pouvoir emprunter un iPhone, le transformer en webcam, c'est une idée qui a fondamentalement 30 ans, d'être capable de prendre les fonctions d'un autre appareil, de connecter deux appareils pour les utiliser ensemble, quoi. Ça se fait avec l'iPhone parce que c'est un appareil photo comme les autres, quoi. Oui. Donc tu vois, il y a
Mais oui, enfin, c'est fou comme ils ont aucune retenue. Tu pourrais te dire, il y a l'Union Européenne qui gueule, il y a les États-Unis qui gueulent, ils vont faire gaffe. Non, non. Non, vraiment pas, non. Rien n'a branlé. Oui, oui. Je crois que je lis beaucoup d'interviews de développeurs qui soulignent une concurrence déloyale. Mais je crois que on n'a jamais été dans la concurrence en fait. La concurrence implique une espèce de lutte ou au moins une forme d'égalité sur le côté on recherche la même fonction. Enfin voilà, il n'y a pas d'égalité possible. Non. On n'est pas du tout dans la même mesure, dans la même échelle. Et le mot concurrence n'est pas du tout adapté à ce contexte-là, je pense. Donc c'est pas déloyal dans ce sens-là. Et quelque part, quand tu signes avec Apple, c'est un pari faustien, quoi. C'est-à-dire que Totalement. tu sais que le risque, c'est de te faire bouffer par Apple. Mais j'aurais tendance à dire que c'est un risque pour l'individu, c'est un bénéfice pour la collectivité. C'est un très bon point, ça. Je pense aussi. Après, avec des nuances, bien sûr. Parce que quand Apple rachète un aperture et après le ferme, c'est un peu chiant. Certes. Mais je t'ai interrompu, je crois, je suis désolé. Non. Mais Camo, c'était une super application. Ouais. Mais c'était une application. Ça s'adressait à quelques personnes. Ce qui va devenir une feature de macOS va profiter aux 120 millions d'utilisateurs de Mac. J'ai envie de dire, c'est dommage pour le développeur, c'est tant mieux pour nous, quoi.